Au sommaire de cette édition en Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma a été eu lundi au cours d'un rassemblement du 1er mai pendant qu'il s'apprêtait à prononcer un discours. La commission chargée d'organiser les élections en RDC a annoncé lundi avoir reporté s'inédié l'enrôlement des électeurs dans 2 provinces du Kasaï dans le centre du pays après le meurtre d'un chef d'antenne par les rebelles présumés. En Côte d'Ivoire, les ministres de la Défense des États sahélo-sahariens sont en discussion pour renégocier la sécurité dans l'espace. Vous en saurez davantage en restant en notre compagnie. En République démocratique du Congo, les consultations pour former le nouveau gouvernement se poursuivent 3 semaines après la nomination du Premier ministre Bruno Tibala que le rassemblement de l'opposition continue d'ignorer. Nommé le 7 avril dernier, Bruno Tibala, qui a installé provisoirement ses bureaux à la Cité de l'Union africaine, continue de recevoir du monde en vue de la formation du gouvernement à mettre en place. Mais à l'exception du rassemblement autour de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbu, les autres plateformes et partis politiques, une partie de la société civile et des personnalités voudraient bien être représentés ou se retrouver dans cette équipe dont la mission est de conduire le peuple aux élections d'ici fin décembre. En République démocratique du Congo, l'enrôlement des électeurs dans 2 provinces du Kasaï, dans le centre du pays, a été reporté s'inédié par la commission chargée d'organiser les élections. Ce report fait suite au meurtre d'un chef d'antenne de la commission électorale nationale indépendante par des rebelles présumés, et ce, alors qu'il se rendait à Tikapa, dans la province voisine du Kasaï, pour y former des techniciens logisticiens. Dans un communiqué publié ce lundi, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a déclaré qu'avec les forces vives de ces 2 provinces et les autorités, ils conviendront d'une nouvelle date pour lancer le processus d'enrôlement des électeurs qui devait initialement commencer le 30 avril dernier. Depuis septembre, le Kasaï central, le Kasaï et 2 autres provinces voisines sont en proie à des violences impliquant miliciens, policiers et soldats. Pour rappel, selon l'accord conclu sous l'égide des évêques, la tenue de la présidentielle en République démocratique du Congo est prévue avant fin 2017 pour élire le successeur du président Joseph Kabila. Ce scrutin va également permettre une sortie pacifique à la crise liée à son maintien au pouvoir, au-delà du terme de son mandat échu depuis le 20 décembre dernier. Le 4 février 1998 à Tripoli, dans la capitale libyenne, sous l'égide du guide de la Jamaïria arabe libyenne Mohamed Kadhafi, et en présence des chefs d'État du Mali, du Niger et du Soudan, était née la communauté des États sahélo-sahariennes. 7 ans après la mort du guide libyen, cette organisation regroupe aujourd'hui 28 États membres dont la Côte d'Ivoire. C'est à la Côte d'Ivoire qu'il revient d'accueillir la 6e réunion des ministres de la Défense des États membres de la communauté des États sahélo-sahariennes. À cet effet, Abidjan accueille la réunion des experts ayant pour objectif de tracer la feuille de route de la réunion des ministres. Nous avons accepté d'abriter ce sommet pour nous permettre effectivement de nous enrichir de l'expérience des autres pays, des pays frères, l'expérience qui nous permettra certainement de mieux affiner notre stratégie de lutte contre le terrorisme pour permettre à nos populations de vivre dans un espace de quiétude. Cette 6e réunion sera l'occasion pour les membres de prendre des décisions fortes en vue de renforcer la coopération en matière de défense, de paix et de sécurité au sein de la CENSAD. Ces pays sont venus pour marquer leur disponibilité à unir leurs efforts, à mutualiser leurs moyens avec les autres États de façon à ce que la paix et la sécurité soient une réalité homogène dans tout l'espace sahélo-saharien qui, comme vous le savez, est aujourd'hui particulièrement perturbé. Depuis sa création, la CENSAD axe ses efforts sur le développement économique et social, la prise en compte des défis sécuritaires, particulièrement la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières. La 5e réunion des ministres de la Défense de la CENSAD s'est tenue le 24 et 25 mars 2016 à Sharm el-Sheikh en Égypte.
Plus de 300 participants en provenance des 28 pays prendront part aux travaux d'Abidjan les 4 et 5 mai 2017. La 5e réunion a eu lieu au Caire, à Sharm el-Sheikh. Donc Abidjan prend le relais et comme vous le savez, c'est sur ce thème, ensemble, lutter contre le terrorisme pour la sécurité et le développement. Vous savez, la CENSAD, c'est une communauté économique, mais la spécificité de la CENSAD par rapport aux autres communautés économiques, c'est une communauté économique qui regroupe 28 États. Alors que quand vous vous fondez sur le nombre des autres communautés économiques, les membres sont moindres. Donc, et puis, c'est transrégional, la CENSAD, par rapport aux autres. Donc, coordonner, mutualiser les efforts de ces États membres, donc un engagement de tous les États permettra tant soit peu d'éradiquer le terrorisme. La Libye, quand même, pendant un bon moment, a été réellement au cœur des actions de notre organisation. Donc nous devons nous-mêmes, sincèrement, d'être à côté de la Libye pour relever ce défi. Quand un pays vit une telle situation, il revient aux différents États membres, sincèrement, d'être au chevet de cet État pour l'aider à se relever. Le parti Al-Irada a à sa tête un nouveau leader depuis ce lundi. Et c'est désormais à Monsef Marzouki que revient cette charge. Ancien chef de l'État tunisien, Monsef Marzouki a été élu lors d'un congrès constitutif organisé à quelques mois des premières élections municipales de l'après-révolution. Président entre 2011 et 2014, l'homme avait fondé fin 2015 cette formation, un an après avoir échoué à décrocher un nouveau mandat comme chef de l'État. Al-Irada est un nouveau mouvement politique. Le parti tient son congrès constitutif depuis samedi à Tunis, puis à Mamet, ville côtière située à 60 km au sud de la capitale. À l'ouverture des assises, Marzouki a évoqué les premières élections municipales de l'après-révolution prévues pour le 17 décembre. Ex-opposant au régime de Zine El Abidine Ben Ali, fondateur en 2001 du Congrès pour la République, Monsef Marzouki avait été élu président de la République tunisienne par l'Assemblée nationale constituante fin 2011, soit quelques mois après la chute de la dictature. Le président sud-africain Jacob Zuma a été élu lundi au cours d'un rassemblement du 1er mai pendant qu'il s'apprêtait à prononcer un discours. Il se préparait à prononcer un discours à Bloemfontein, dans le centre du pays, lorsque des manifestants ont entonné des chants anti-Zuma et demandé sa démission. Des images de télévision ont montré le président Zuma quittant précipitamment les lieux dans un convoi de véhicules fortement sécurisé. Le rassemblement était organisé par la centrale syndicale COSATU, alliée de l'ANC, le parti au pouvoir divisé par une querelle de positionnement liée à la succession de Jacob Zuma. Les organisateurs ont immédiatement mis fin au rassemblement dans un parc de la ville et aucun autre orateur n'a été autorisé à prendre la parole devant les milliers de participants. Le Hamas islamiste palestinien effectue un changement historique dans son histoire. Il a modifié lundi soir pour la toute première fois son programme politique. Il l'a matérialisé en acceptant notamment un État palestinien limité aux frontières de 1967 et insistant sur le caractère politique et non religieux de son conflit avec Israël. Dans un document en arabe et en anglais rendu public, le Hamas estime que l'établissement d'un État palestinien entièrement souverain et indépendant est une formule de consensus national. Le Hamas ne lutte pas contre les Juifs parce qu'ils sont juifs. Le Hamas mène cette lutte contre l'agression des occupants sionistes. Le Hamas, qui a refuté auparavant les accords d'Oslo, refuse tous les accords, initiatives et projets de règlement visant à liquider la cause palestinienne ou à saper les droits du peuple palestinien.
Le Hamas est ouvert et va collaborer avec tout effort arabe, régional ou international, capable de mettre fin à l'occupation afin de laisser le peuple palestinien vivre dans un État indépendant sur ses terres sans que ses droits soient bafoués. Le Hamas fait partie de la solution et non pas du problème. À travers ce changement en près de 30 ans de ses textes fondateurs, le Hamas tente de revenir dans le jeu des négociations internationales. C'est une lecture des experts. Cette annonce intervenait à 48 heures de la première rencontre entre le président américain Donald Trump avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas, à couteau tiré avec le Hamas. À Lusanga, ancien foyer de l'empire disparu de la multinationale anglo-néerlandaise Unilever en République démocratique du Congo, les habitants vivent dans la nostalgie d'un passé glorieux avec Unilever. Et dans cette localité d'environ 15 000 habitants, aujourd'hui dépourvue de la moindre infrastructure, sans électricité ni eau potable, on s'approprie le récit des générations précédentes et de leurs souffrances sous le joug colonial. Le blanc était fort. Il imposait au chef du village de lui donner des champs dans son groupement. Ensuite, on les emmenait au camp. Certains d'entre eux ne savaient pas couper les noix. On mettait alors du feu à la souche de l'arbre pour le pousser à grimper sur le palmier. Au même moment, un policier te menaçait avec un fouet en bambou. Ceux qui réussissaient obtenaient une carte de coupeur de noix de palme. En tout cas, l'usine, c'est avec l'usine que ce village pouvait vivre. Donc, il y avait beaucoup de travailleurs qui étaient engagés. Les écoles étaient entretenues, les hôpitaux, tout ça. Avec la destruction de l'usine, il n'y a presque plus de monde ici. Tout le monde a préféré partir ailleurs que de rester ici sans rien faire. Et puis la population est restée dans la pauvreté, dans la misère la plus totale. Parce qu'il n'y avait plus d'activité. Vous vous rappelez, à cette époque, il y avait même des cantines où les gens partaient du dépôt pour s'acheter de quoi manger. Maintenant, les gens de Lusanga ici pour s'approvisionner, ils partent jusqu'à Kikwit. Après les deux guerres ayant ravagé le Congo entre 1996 et 2003, Unilever se désengage progressivement et cède l'intégralité de ses actifs restants dans le pays en 2009.